Je vous parle des refus qu'on ne peut pas expliquer. La lettre de refus disait, elle n'a pas prouvé que son père était son père. On n'a pas l'explication plausible à donner aux gens de pourquoi leur cas a été traité avec autant d'injustice. Chers amis de Sakoni Immigration, nous revoici après quelques mois d'interruption. Mais soyez rassurés que votre consultant réglementé en immigration canadienne, Boris Christian Jekam, que voici, il a continué de travailler fort pour vous. Aujourd'hui, nous sommes là dans un format tout à fait différent. Parce que nous étions habitués à voir le consultant Tout à fait. Dans des monologues, disons, dirait-on. Tout à fait. Mais Boris, commence par nous expliquer pourquoi avons-nous, ou bien pourquoi as-tu proposé ce format-ci? Le format interactif me semble le mieux adapté au contexte de l'immigration actuelle, parce que un monologue ne permettrait pas de comprendre exactement quelle est la dynamique en matière de procédure en ce moment. Donc, en ayant une causerie comme celle-ci, qui est dynamique, ça pourra me permettre vous permettre de me relancer et moi aussi d'ajuster mes réponses en fonction des besoins et des ressentis sur le terrain. Waouh, c'est donc une grosse responsabilité sur mes épaules parce que là, finalement, j'ai l'impression de me retrouver dans les chaussures de tes clients qui sont en train de t'écouter en ce moment. Quand on fait un travail comme le tien, on ne peut pas se déconnecter de la réalité des clients, de l'émotion des clients et de leur ressenti aussi. Donc, il me fait le plaisir aujourd'hui de parler du contexte de l'immigration actuelle, qui est un contexte extrêmement tendu, on dirait même un contexte pratiquement injuste pour les candidats à l'immigration canadienne, en passant, je salue tout le monde, de toutes vos positions à travers le monde. Recevez le bonjour ou le bonsoir ou le bonne nuit de Sakoni Immigration. Mais oui, d'accord Boris. Tu viens de finir ta phrase par Sakoni Immigration. Ça m'amène à te demander, mais est-ce que tu peux remettre un peu le contexte, s'il te plaît, pour nous dire c'est qui Sakoni Immigration et que fait Sakoni Immigration? Sakoni Immigration, c'est votre firme conseil en immigration canadienne qui est chapeauté par votre consultant réglementé en immigration canadienne, Boris Christian Jekam, que je suis. Je sers une grande communauté, une large éventail de clientèle, en passant par la résidence permanente, la plus majoritaire, les visas visiteurs, on va en parler, toutes les formes qui permettent aux gens d'arriver au Canada par les visas étudiants, les procédures qui permettent aux pays européens, donc les demandes qui permettent de venir sans des autorisations électroniques de voyage, jusqu'à la citoyenneté canadienne, des parrainages de toutes les formes, dont Sakoni Immigration accompagne un éventail assez large de clients. Donc, nous opérons depuis 2020 et donc nous sommes contents d'avoir aidé nombre de familles à s'installer dans les villes canadiennes. Merci pour cela, Boris. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui, à savoir la description générale du contexte que nous vivons aujourd'hui en termes je veux dire, en ce qui concerne l'immigration canadienne. Il se trouve, on voit sur les réseaux beaucoup de plaintes concernant des refus, parfois les plus injustifiables, disons. Tout à fait. Du moins, injustifiables de la perspective du client. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces contextes-là? Oui, je vais parler avec un langage d'abord extrêmement technique. En matière de droit administratif, la façon de travailler a deux choses. La justice naturelle, pilotée par ce qu'on appelle l'équité procédurale, et en deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle les normes de contrôle. Depuis 1999, par la jurisprudence Baker, on avait une pratique au Canada qui mettait en avant le processus de la justice naturelle, c'est-à-dire l'équité procédurale. La volonté, avant de prendre une décision en matière administrative et juridique,
de donner la chance au candidat ou bien à la personne interpellée de s'expliquer, de donner une, deux, parfois trois fois des chances avant qu'on ne prenne une décision, surtout quand ce sont des décisions qui ont des impacts majeurs sur ce que le candidat ou le client a essayé de faire. L'affaire Baker a permis pendant très longtemps que nous recevions des lettres d'équité procédurale, parfois après les lettres de demande qui ont une moins grande amplitude et qui permet à l'agent qui traite le cas de nous dire à tel niveau j'ai besoin d'avoir plus d'explications, j'ai besoin de comprendre un peu plus. Et le Canada était connu dans le monde comme étant un pays juste en matière de traitement des procédures administratives et judiciaires par cette jurisprudence Baker, donc l'équité procédurale. La deuxième, il s'agit des normes de contrôle. Depuis l'affaire Kantasamy en 2015, oui, ça s'appliquait très souvent pour ce qu'on appelle les considérations d'ordre humanitaire. La norme de contrôle activée lorsqu'on devait prendre une décision qui pouvait avoir un impact majeur sur la personne était passée de la prépondérance de probabilité à au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire que l'agent d'immigration qui devait prendre la décision devait s'assurer, quand ça a un gros impact sur le candidat ou le client ou je ne sais pas qui d'autre, comment on va l'appeler, il devait s'assurer que cette décision est dénuée de pratiquement tout doute raisonnable, donc qui permet de dire, on a fait toutes les vérifications nécessaires et nous avons, en matière de droit, de croire que ce que nous devons décider contre le client ou en sa faveur, c'est au-delà de tout doute raisonnable. Nous voyons subitement arriver des refus des résidences permanentes de plusieurs candidats qui se sont ô combien donnés à remplir tous les prérequis qu'exige l'IRCC pour être éligible. Il y en a que ce sont des projets de vie. Ils se sont investis à fond la caisse et est-ce qu'on va dire qu'ils sont fautifs? Non. Ils répondent à un rêve vendu par le Canada d'être une terre d'accueil. Loin s'en faut, c'est une réalité. Mais quand les gens se sont investis à fond, ce sont des projets de famille, ce sont des projets de vie. Il y en a qui vous disent dans un jargon parfois local, ça c'est le projet de ma vie. Et surtout beaucoup voyagent, beaucoup se jettent dans ces projets à cause des enfants. Ils veulent donner un meilleur avenir aux enfants parce que le Canada, par tous les supports publicitaires, de marketing qu'on a à travers le monde aujourd'hui, est connu comme étant une terre d'accueil pour les enfants, une terre de prospérité, surtout une terre où l'espoir n'est pas vendu, comme nombre de pays où partent les candidats à l'immigration canadienne. Donc aujourd'hui, en matière... le Canada est un peu taxé comme étant un pays injuste qui traite les gens de façon très incompréhensible. Nous n'avons de mémoire pas vu ce type de traitement des procédures. Vous avez des demandes qui sont d'une clarté cristalline et du jour au lendemain, vous recevez une lettre comme quoi la demande a été refusée. Et lorsque vous regardez le motif du refus, vous êtes tenté de croire qu'un humain n'a jamais ouvert ce dossier. Parce qu'il reproche parfois aux candidats de ne pas être capable de démontrer certaines choses qui étaient entièrement dans le dossier. On prend un exemple, les preuves de fond. On dit qu'on ne sait pas si les preuves de fond démontrées par les candidats ne sont pas grévées de dettes. Le candidat a dans la preuve de fond une attestation de non-endettement. On dit qu'on n'est pas sûr que les preuves de fond sont transférables à leur arrivée au Canada. Le candidat a dans sa preuve de fond une attestation de transférabilité donnée par la banque. C'est lui. Oui, mais est-ce que cela veut dire, Boris, que l'immigration canadienne, est-ce qu'ils donnent quand même des balises pour permettre aux candidats de leur donner en amont qu'est-ce qu'ils veulent? Je veux dire, est-ce que le candidat est jugé sur ce qu'il ne savait pas? Oui, le candidat est jugé
pratiquement sur ce qu'ils ne savaient pas. Ça, c'est totalement injuste. Nous faisons ce travail depuis longtemps. Quand vous voyez que nous nous plaignons, c'est parce qu'il y a des pratiques qui ont brutalement changé, sans aucune raison. Donc, nous voulons bien voir les statistiques qui montrent que le nombre de nouveaux arrivés au Canada sont devenus subitement des sans-abri parce qu'ils sont arrivés sans les ressources pour s'installer. C'est ce qui peut justifier le changement de paradigme en termes de traitement des demandes et la communication qui s'ensuit. Si on va mettre la décision plus durement sur certains aspects, il faut qu'il y ait une communication parce que je dis, on parle des humains, on parle des gens dont on a allumé dans le cœur la flamme de l'espoir et qu'ils ont mis leurs dernières ressources. Parfois, ils ont vendu des parcelles de terre, parfois ce sont des familles qui se sont cotisées pour permettre à l'un des leurs d'aller voir ailleurs. Et quand la décision est prise avec une telle légèreté, je suis gentil de parler de légèreté, il est totalement injuste. Il faut le dire, au risque qu'on nous prenne pour je ne sais pas quoi. Mais notre devoir, c'est de dire aux autorités ce qui ne va pas sur le terrain. Et ce qu'on a fait de notre travail, nous sommes transformés en ceux qui appellent les gens tous les jours pour dire votre demande a été refusée. Les demandes qu'on avait soumises pour d'autres dans les conditions exactes et qu'il n'y a pas eu de problème, et subitement, on n'a pas l'explication plausible à donner aux gens de pourquoi leur cas a été traité avec autant d'injustice. Oui, Boris, je comprends qu'à titre personnel, tu fais tout ce qu'il faut pour défendre tes clients individuellement. Mais seulement voilà, qu'est-ce qui est fait au niveau de tes collègues, de l'ensemble de tes collègues? Parce que je suppose que en tant que consultant, vous vous parlez. Oui. Qu'est-ce que vous faites collectivement pour que ça change? Cette forme de travail est extrêmement récente. C'est-à-dire que au départ, les premiers consultants qui recevaient ces lettres chargées de particules d'injustice, quand on écrivait sur le forum des consultants, on avait comme l'impression que les uns se disaient est-ce que tu es sûr que tu as vraiment tout produit? Parce que ça me paraît bizarre. Mais la situation devenant redondante pour tout le monde, on commence à se parler et dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il s'agit aussi de la qualité de notre profession. Si nous existons en tant que profession, nous méritons, at minima, un certain respect. De ne pas nous donner l'image aux gens que nous sommes des gens incompétents, parce que nous suivons les canons édictés pour notre travail, et les candidats sont comme pénalisés et nous punis dans le cadre de l'exercice de notre fonction, ce qui est totalement incompréhensible. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et j'ai mémoire que nous avons déjà eu une situation pareille. C'était en matière de visa étudiant, des permis d'études. La plupart des personnes venant des pays d'Afrique francophone qui demandaient à venir faire des études au Canada, qui démontraient, qui remplissaient toutes les conditions d'admission, même financières, des conditions financières pour venir parfaire à même le parcours académique pour lequel ils ont eu l'admission au Canada. On avait comme des séries de refus juste injustifiés. C'est en se plaignant que l'IRCC a fait une communication en disant c'est le logiciel qui prend la décision. Donc j'ai comme l'impression que nous sommes, si ce n'est pas au voisinage, nous sommes en plein cœur d'une situation qui est celle-là tant les décisions prises en matière de résidence permanente depuis un certain temps poussent à croire que c'est une intelligence, je ne vais pas dire artificielle ou quoi que ce soit, automatisée, qui travaille dans les demandes. Parce qu'il y a des décisions, vous vous rendez visiblement compte qu'un humain ne s'est jamais assis derrière ce dossier-là. Sinon, s'il y a un humain qui s'est assis, il a refusé de lire la documentation présente pour le dossier du candidat. Oui, mais je suis curieux, Boris. Est-ce que lorsqu'arrive un refus, est-ce que le candidat a le droit de faire un recours? Oui, j'ai eu à faire des recours pour des candidats. Je vous prends un exemple. Une candidate a vu un refus de sa résidence permanente.
Sa preuve de fond était apportée par son papa. Donc, le papa a décidé de dire « je vais accompagner ma fille dans son projet d'immigration canadienne ». Parfois, c'est un héritage qu'on choisit de donner à nos enfants, d'aller se débrouiller ailleurs. La mise de fonds a été faite. Le papa a signé, a déposé de l'argent dans le compte bancaire. Le compte bancaire disait bien que c'est le papa qui a déposé l'argent dans le compte. Il a signé une lettre de don notariée où le notaire a vérifié tous les documents qui prouvent que c'est lui le père. Dans le dossier de la candidate, le papa est cité comme étant le papa. La lettre de refus disait qu'elle n'a pas prouvé que son père était son père. On n'a pas mis la pièce d'identité du père dans la preuve de fond. Okay. Alors j'ai fait un recours en demandant, la lettre est notariée. C'est-à-dire qu'un notaire, avant de signer cette lettre, mettre les sceaux et tous les cachets nécessaires, a pris le soin de vérifier que ce monsieur qui signe, c'est vraiment le père de l'enfant. Et nous sommes limités à 4 mégaoctets par zone de soumission de téléversement de dossier. Donc parfois, pour réduire le nombre de documents à envoyer, on fait foi de ce que si un notaire a signé, et voilà, comme on le faisait avant. Alors j'ai fait une demande de réévaluation du dossier. La réponse a été celle-ci. Nous ne prenons en compte aucun document soumis après la soumission de la demande, ni après que la décision soit prise. C'est-à-dire que nous sommes dans une justice complètement bâclée, qui s'est donné les droits de dire nous sommes faits pour ne jamais faire des erreurs, par conséquent, ce n'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Donc, quand vous travaillez fortement dans un cas comme ça et vous vous rendez compte que ils se sont donné le droit de ne pas donner d'explication, de ne même pas qu'on les interpelle par rapport au caractère incompréhensible, à la limite, on va dire, injuste de la décision. Voilà, ce qui nous reste à faire, c'est que dès qu'une demande a été refusée, nous informons le candidat, nous lui disons, voilà, nous allons faire une demande de réévaluation, mais voici les chances. Mais la chose à faire, c'est de retourner rapidement dans le bassin pour espérer avoir une nouvelle extraction, pour ceux que les tests de langue sont encore valides. Parfois, les durées de traitement ont fait que les tests de langue sont arrivés déjà à expiration. Le candidat est obligé, pour ceux qui ne se sont pas complètement découragés, de prendre un autre rendez-vous, où c'est combien difficile dans certains pays d'avoir de la place pour passer le test de langue. Voilà. Wow. Non, enfin, tu viens de répondre à ma prochaine demande qui était dans le cas que tu viens de me citer comme exemple. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le dénouement? Je veux dire, je pense le savoir, mais est-ce que j'ai bien compris que c'est malheureusement un refus définitif? Oui, ils disent bien dans la lettre, ils disent bien que le refus est totalement définitif et que si vous voulez toujours venir au Canada, vous devez soumettre une autre demande et payer la demande. Donc, c'est tout simplement ça. Ce que je dis, c'est que il s'agit des projets de vie. Les gens sont restés et on a allumé dans leur cœur la flamme de l'espoir. On a présenté pour nous autres, qui allons souvent sur le terrain, présenter ce pays, et c'est vrai, comme étant une terre d'accueil, une terre plurielle, où chacun se trouve là, elle fière de ce qu'il est. Et les différences ne sont pas des obstacles comme dans nombre de pays. Et la différence est une richesse incroyable pour le Canada. Et les gens ont eu à cœur de vouloir venir s'installer ici. Une autre chose qui a accéléré la volonté des personnes à travers le monde de venir s'installer au Canada, c'est le traitement pendant la pandémie de la COVID-19. De savoir que malgré la situation, les enfants sont allés à l'école, les choses se sont relativement très bien passées. Les gouvernements, que ce soit fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires, ont pris à cœur de soutenir les familles. On peut faire des reproches aussi, mais les choses se sont très bien passées. Alors, beaucoup de personnes en Europe, en Asie, en Afrique se sont dit, est-ce que ce n'est pas le lieu où on peut envoyer nos enfants
voguer au rythme d'un nouvel espoir. Donc, c'est ce qui allume la flamme dans le cœur des gens. Et il y a des investissements colossaux que les gens mettent là à l'intérieur. Et voir, nous sommes déchirés dans l'exercice de notre travail d'annoncer la nouvelle aux candidats et de ne pas être capable de leur dire comment est-ce que des choses peuvent être faites de cette manière-là. Le candidat a visiblement tout donné. Il y en a qui ont composé le test de langue 3-4 fois pour atteindre les objectifs exigés par le système de classement global. Entendez, système de classement global, l'algorithme qui pilote l'immigration permanente au Canada par l'entrée express et ses sous-programmes. Mais à la fin, il se demande, mais est-ce que ça a été nécessaire de se donner autant de mal pour avoir un traitement aussi injuste, aussi léger de notre application? Oui. C'est ça. Mais c'est finalement un tableau assez sombre, la Boris, que tu viens de peindre. Oui. Est-ce que cela veut dire que les espoirs sont devenus au Canada en tant qu'immigrés sont tellement amenuisés qu'il faut aller voir du côté de l'Australie peut-être? Vous posez une question à 10 000 $. Bon, il y a empreinte de provocation. Empreinte de provocation. Oui. Donc, il faut dire vrai, les doutes subsistent de plus en plus sur le terrain. Les personnes sont informées par les réseaux sociaux. Et je me rappelle d'un candidat que j'ai appelé pour informer tu viens de recevoir ton ITA, l'invitation à soumettre une demande de résident permanent, donc tu as eu ton extraction. Et le candidat de me dit, ben, on a tiré 6 000 personnes francophones, M. Boris. J'ai comme l'impression qu'on tire 6 000 personnes pour refuser le visa à 5 000 personnes. Parce que l'information, ça circule sur les réseaux sociaux. Alors, il faut trouver au fond de vous l'énergie pour relancer la personne. Ça veut dire que même dans la production de la documentation nécessaire pour aller de l'avant dans sa procédure, il ne va pas avoir le même engagement que celui qui sait. Il suffit d'avoir un ami pour qui on a refusé le visa de façon inexplicable et que vous attendiez votre tour d'extraction. Lorsque votre tour arrive, vous n'avez plus l'engouement parce que vous vous dites, ben, celui-ci, s'il a produit tous ces documents et il y a eu cette réponse, est-ce que je dois continuer à mettre mon espoir? Oui, il y a une baisse d'engouement sur le terrain et vous parlez de l'Australie. De nombre de candidats me posent la question et j'ai de plus en plus d'appels. Monsieur Boris, est-ce que vous faites l'immigration de l'Australie? J'ai dit non. L'immigration canadienne nous prend déjà tellement de temps que s'il faut encore s'attacher à l'immigration des autres pays, eh ben, j'aime mon Canada, je m'y consacre entièrement. C'est ça. Oui. Bon, je dois quand même comprendre qu'il reste quand même de l'espoir encore. Je veux dire, est-ce qu'il y a des raisons de penser que lorsqu'on est extrait du bassin, est-ce qu'il n'existe pas une façon de monter son dossier pour le blinder, dirait-on, pour parler terre à terre? Oui, pour le blinder, c'est comme si les autres n'avaient pas été blindés. Je vous parle des refus qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des refus qui viennent comme des comètes comme ça. Vous n'avez pas vu ça venir. Et du jour au lendemain, il faut informer le candidat. Tout ce qu'on fait, c'est de dire on va monter un autre dossier en disant qu'on apporte plus de robustesse, plus de documents à l'intérieur. Mais quand vous regardez les dossiers qui ont reçu un nom pour des documents qui prouvaient que ce qu'on avait dit était là, vous ne pouvez pas vous passer de certaines questions. Oui, pour beaucoup de mes collègues, quand on se parle, nous travaillons pour permettre aux gens, aux candidats, de réaliser des projets de vie. Nous sommes, veut ou veut pas, des parties prenantes de ce projet. Nous les accompagnons, nous les coachons. Dans la ville d'Ottawa, par exemple, où je suis citoyen et habitant, je donne souvent des conférences d'intégration à titre gracieux. C'est-à-dire, je loue une salle, je fais à minima quelques petites choses à manger et tout ça. Mon épouse m'accompagne et les amis de la communauté. Gaël aussi m'accompagne là-dedans. Parce que nous avons à cœur de voir ces nouveaux arrivants
continuer à croire que ce pays est une terre d'accueil et d'espoir. On se donne parce que nous sommes plus fiers de voir une personne 2 ans plus tard, ce qu'il a réalisé et dit, OK, nous avons participé à ce qu'il se retrouve ici et aujourd'hui il est chef d'entreprise, aujourd'hui il est enseignant, aujourd'hui il est infirmier, il est épanoui, ses enfants avec. C'est ça, c'est notre véritable rémunération de voir que nous avons participé à la construction de quelque chose qui donne une dynamique positive à la vie d'une famille. Mais quand on voit en même temps qu'il y en a qui remplissaient les conditions pour pouvoir bénéficier aussi de ça, mais qui sont injustement, je continue à le dire, traités, et c'est pas correct. Oui. Ok, Boris, je comprends que toi, tu représentes des clients. Oui. Moi qui suis là, ok, on a dit tout à l'heure à l'entame de notre propos que je représente ceux qui te suivent sur Internet. Oui. Essayons cependant de nous mettre du côté des gars d'en face, le gouvernement. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons, ok, on est en train de spéculer là, mais est-ce qu'il y a des raisons particulières qui les pousseraient à faire ça? Quelles sont, je veux dire, les causes profondes? Parce que clairement, c'est un problème, on est d'accord, mais il y a toujours des sources. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui se passe de leur point de vue? Je peux enlever la casquette de consultant et m'habiter de ma casquette d'enseignant, d'éducateur aussi. Quand vous êtes dans une salle de classe et que vous avez un élève très perturbateur, vous ne punissez pas toute la salle de classe à cause de cet élève. Oui, il y a certainement des personnes qui ont fait des choses qui ne sont pas correctes, ni en matière d'administration, ni en matière judiciaire. On ne peut prendre une particularité pour punir un tout. Nous avons des cas extrêmement graves dans ce monde où des personnes ont fait des choses, mais on ne peut pas dire que tous ceux qui leur ressemblent sont exactement comme lui. Boris, Oui. je te trouve excessivement poli. Est-ce que tu es en train de me dire que ceux qui essuient des refus aujourd'hui payent le prix de certaines bêtises que certains prédécesseurs ont faites? Non, mais je vais dire... Oui, si on dit oui, vérité, si on reste dans les spéculations, on peut dire que oui. Oui, est-ce qu'il y a eu des brebis galeuses? Oui, c'est vrai. Mais je dis, il est totalement inadmissible, je le dis avec emphase, densité et épaisseur, on ne peut pas se baser sur des cas particuliers pour généraliser. Tout le monde n'est pas pareil. Quand vous arrivez au tribunal, on juge votre situation au cas par cas. Quand les situations deviennent extrêmement compliquées, ça prend des cas particuliers, ça escalade, d'où naissent les jurisprudences. Mais on ne peut tout simplement pas dire, voilà, et on parlait tout de suite là de visa visiteur. Il y a eu des communiqués qui sont passés qui montraient qu'un bon nombre de personnes qui sont arrivées ici en visa visiteur et ont décidé de ne pas rester. Beaucoup ont demandé l'asile ou tout ça et tout ça. La dynamique étant, quand ça se multiplie, on se pose des questions. On peut se poser les questions sur comment est-ce qu'on va traiter les demandes. Quels sont les éléments qu'on va activer pour s'assurer d'un certain nombre de choses. On ne peut tout simplement pas ramasser tout le monde et mettre dans le même panier. Cette façon de faire est vraiment totalement injuste. C'est une punition collective. C'est une punition collective, elle est non acceptable. C'est dit l'enseignant en salle de classe qui a un élève qui est perturbateur, et même il est perturbateur le jour-là, il ne sera certainement pas perturbateur le lendemain. On ne peut pas le punir sur la durée, sur l'éternité. Et on ne peut aucunement utiliser un élève perturbateur pour punir toute la salle de classe. Sauf si la salle de classe a donné à suffisance les raisons qu'on croit que toute la salle de classe est complice de cette perturbation. Et j'ai comme l'impression que ce n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi nous parlons d'injustice. Et il faut le dire, c'est totalement injuste ce qui se passe là. Même pour nous d'abord les professionnels. Ne parlons pas des candidats qui ont de l'espoir, qui ont des flammes et des enfants
qui commencent à se préparer à venir s'installer au Canada parce que les parents ont dit, il faut savoir, il faut préparer les enfants, mais du jour au lendemain, il faut les informer que pour une raison qu'on ne peut pas vous expliquer, les parents ont mis toutes les énergies, mais le Canada dit qu'il ne veut pas de vous. C'est une perturbation incroyable, surtout quand le parent, d'abord lui-même, n'arrive pas à expliquer la décision. Il y en a qui pensent que c'est nous, les consultants, qui sommes incompétents. Combien de personnes sont venues à moi en me disant « On a refusé mon visa, je crois que mon consultant l'avait mis n'importe quoi dans le dossier. » J'ai dit « Attention, je ne voudrais pas que vous salissiez mon collègue, parce que ce que vous êtes en train de citer là, j'ai eu des refus dans les mêmes conditions. Alors, si vous dites que mon collègue est incompétent, tu le seras aussi. Je le serai aussi. » Mais pour finir, Boris, est-ce qu'il y a encore quand même de l'espoir, malgré tout? Bon, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je répondrai sans réserve par oui. Parce que les différentes revendications permettront, à coup sûr, je suis certain, nous sommes dans un pays où les dirigeants sont souvent à l'écoute du peuple. Les demandes d'explication, je ne vais pas dire de se multipliant. Je pense que le gouvernement va commencer un peu à revoir les pratiques en matière de droit administratif et de se poser la question de savoir, notre pays qui était connu comme un pays dont la justice est quelque chose de choyé et de protégé, pourquoi est-ce que nous pouvons nous mettre à traiter de façon injuste ceux qui sont déjà dans une fragilité? Parce qu'il faut dire, celui qui veut voir ailleurs, il est quand même assez fragile. Il a mis ses espoirs là-dedans et c'est pas du tout correct. C'est pas correct. Je le parle en tant qu'enseignant. Je le parle en tant qu'un acteur de la vie sociale et communautaire. Il est difficile, très très difficile, d'apporter certaines décisions à des candidats et qu'on ne peut pas expliquer. Donc, nous souhaitons que le gouvernement, s'ils peuvent nous écouter, de revoir les choses, de nous permettre d'exercer notre profession pour lesquelles nous avons choisi d'accompagner les gens, les personnes à venir s'installer dans ce beau pays. Il y a beaucoup de place à prendre, ça c'est vrai, mais il faudrait que les choses soient faites de façon un peu plus juste. Il faudrait que la justice renaisse en matière de traitement administratif et judiciaire des cas des candidats à l'immigration canadienne. C'est un beau plaidoyer que tu viens de faire là, Boris. Je te propose donc de terminer la conversation aujourd'hui par cette note d'espoir, dirait-on, parce que, en fin de compte, tant qu'on est des humains, tant qu'on respire, il faut croire qu'il y a de l'espoir, que les choses vont changer, parce que, tout à fait. Clairement, il en va aussi de la réputation du Canada, parce que un pays ne peut pas se faire une réputation d'être injuste, dirait-on. Voilà. Cela étant dit, au prochain épisode, nous allons discuter nous proposons d'analyser des cas de refus qui sont, disons ça, justifiables d'un point de vue scientifique. On va faire une sélection des 10 cas réels, bien sûr, sous l'anonymat, parce qu'un consultant ne peut pas révéler le contenu de ses dossiers, mais quand même des raisons qui poussent très souvent l'immigration de façon justifiée à rejeter un dossier. Qu'est-ce que tu en penses, Boris? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, à la limite de ce que nous pouvons dévoiler pour les différents candidats, que j'encourage de ne pas baisser la main. Moi, je fais pas partie de la liste des personnes qui se font décourager, qui se laissent décourager. Je promets de continuer à travailler d'arrache-pied. Pour ceux qui ont eu des refus de visa visiteurs qui ont transformé en champ de ruines sur ma personne, j'ai la garantie de la qualité du travail, mais pas la garantie du résultat, parce que ce n'est pas moi qui prends la décision d'accorder un visa visiteur. Parce que, pourquoi je dois le dire, j'ai 2 candidats qui sont comme incroyablement à me rendre la vie presque impossible là, parce qu'ils ont obtenu un refus de visa visiteur. Vous pouvez imaginer si ceux qui reçoivent des refus de résidence permanente se comportent de la même manière, ce serait nous montrer la route de la guillotine. Heureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, nous allons continuer à travailler pour
essayer d'apporter à l'IRCC les éléments qui leur permettront à coup sûr de transformer en essai gagnant la tentative des différents candidats. Merci. Merci à toi, Boris. C'est un plaisir. Chers amis de Sakoni Immigration, revenez nous voir nombreux dans ce canal qui, je dois le dire, doit de plus en plus devenir un espace de discussion constructive. Parce que nous ne devons pas seulement donner des mauvaises nouvelles, bien au contraire. Absolument. Il y a beaucoup de belles thématiques à développer. Et revenez nombreux, comme je le dis, abonnez-vous. Nous avons beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous. Cela dit, à vous revoir très bientôt. Bye bye.